Il y a un endroit dans l'univers où l'humanité s'apprête à écrire son prochain chapitre. Pas sur Mars, pas dans une station orbitale lointaine, mais là à 400 000 km de nous, dans un lieu que personne ne voit jamais depuis la Terre. Bienvenue dans la vidéo de notre série sur la face cachée de la Lune. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment ce désert de poussière grise est en train de devenir bien plus qu'un simple paysage lunaire. Elle devient le laboratoire le plus ambitieux jamais construit, le point de rencontre de toutes les nations spatiales et peut-être même le berceau d'une nouvelle civilisation scientifique. Ce qui se prépare là-bas va transformer notre manière de comprendre l'univers et notre place dans celui-ci. Pendant des décennies, la face cachée est restée un territoire vierge exploré uniquement par des sondes automatiques et des caméras en orbite. Mais aujourd'hui, tout change. Les agences spatiales du monde entier regardent vers ce côté obscur avec des projets qui dépassent tout ce qui a été fait auparavant. La NASA, l'Agence spatiale européenne, la Chine, l'Inde, le Japon et même des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin préparent des missions qui vont transformer ce lieu en un véritable centre scientifique mondial. Et cette fois, ce ne sera pas une course pour planter un drapeau. Ce sera une collaboration pour construire quelque chose de durable. Salut à toi! Si tu veux me soutenir dans ce projet, abonne-toi à la chaîne. Ensemble, on va explorer ce qui se prépare vraiment là-haut, loin des discours officiels et des annonces médiatiques. Tout commence par une idée simple mais révolutionnaire. Transformer la face cachée en un réseau d'observatoires interconnectés. Pas un seul télescope, pas une seule expérience isolée, mais un ensemble complet d'instruments travaillant ensemble comme un orchestre scientifique géant. Des radiotélescopes écoutant les murmures de l'univers primitif, des sismographes détectant les tremblements lunaires les plus infimes, des détecteurs de particules cosmiques capturant les rayons venus des confins du cosmos, des capteurs de poussière analysant chaque grain en suspension et des antennes laser capables de communiquer avec la Terre à des vitesses inimaginables. La NASA développe notamment le projet Farseed. Ce réseau ambitieux consistera en 128 antennes radio déployées sur une zone de 100 km², formant un télescope virtuel géant capable d'observer des signaux que nous n'avons jamais pu capter auparavant. Chaque antenne, haute de 2 mètres, sera déployée automatiquement par des rovers qui dérouleront les câbles et ancreront les structures dans le régolithe. L'ensemble fonctionnera comme un seul instrument, synchronisé au millionième de seconde près. L'Agence spatiale européenne, de son côté, travaille sur le projet NCLEU, le Netherlands China Low Frequency Explorer. Ce petit satellite, déjà en orbite lunaire, teste les technologies qui seront utilisées pour des missions futures bien plus ambitieuses. Il écoute les basses fréquences radio impossibles à détecter depuis la Terre, cherchant les signatures des premières structures cosmiques qui se sont formées après le Big Bang. Ce réseau ne sera pas construit par une seule nation. Il ne pourra pas l'être. Car sur la face cachée, la coopération n'est pas un choix idéologique, c'est une nécessité technique absolue. Aucun pays ne peut installer suffisamment de satellites relais pour couvrir tout le territoire. Aucune agence ne peut financer seule les infrastructures énergétiques nécessaires. Aucune nation ne possède toutes les technologies requises pour faire fonctionner un tel système. Alors, pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, les puissances du monde sont en train de comprendre qu'elles doivent travailler ensemble ou échouer séparément. L'Agence spatiale européenne et la NASA discutent déjà de protocoles de données open source, des systèmes qui permettront à n'importe quel instrument d'accéder aux informations collectées par les autres. La Chine, qui a déjà pris de l'avance avec sa sonde Chang'e 4 et son satellite relais Queqiao, prépare de nouveaux modules scientifiques pour 2026 et 2028 ponts. Ces modules seront conçus pour s'intégrer dans un réseau plus large, acceptant les connexions d'instruments venus d'autres nations. C'est un geste politique majeur, presque impensable, il y a 10 ans. Le successeur de Queqiao, baptisé Queqiao 2, sera lancé prochainement avec des capacités de communication multipliées par 10, permettant de transmettre des images haute définition et des flux de données en temps réel. Le Japon développe des rovers ultra-légers capables de cartographier le terrain en temps réel et de déposer des capteurs à des endroits stratégiques. L'Inde, qui a prouvé sa maîtrise de l'exploration lunaire avec Chandrayaan, prépare des atterrisseurs équipés d'efforeuses capables de creuser jusqu'à 10 mètres sous la surface pour analyser la composition profonde du sol.
Même des pays plus petits, comme les Émirats arabes unis ou la Corée du Sud, rejoignent cette aventure collective en apportant des technologies de pointe dans des domaines spécifiques. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut des infrastructures. Et c'est là que le vrai défi commence. Car installer des instruments scientifiques est une chose, mais créer un environnement capable de les faire fonctionner pendant des années en est une autre. La phase cachée va donc accueillir ce qu'on pourrait appeler les premières fondations d'une base lunaire scientifique permanente. Pas encore une ville, pas encore un lieu où des humains vivent en continu, mais quelque chose d'intermédiaire. Une station robotisée semi-autonome capable d'héberger des missions temporaires et de fonctionner seule le reste du temps. Les plans sont déjà sur les tables des ingénieurs. Des modules pressurisés, de la taille d'un conteneur maritime, seront déposés près des zones d'observation. Ces habitats temporaires pourront accueillir jusqu'à 4 astronautes pendant plusieurs semaines, leur permettant d'effectuer des expériences qui nécessitent une présence humaine directe. Entre les missions habitées, des robots prendront le relais, effectuant la maintenance des équipements, analysant les échantillons collectés et surveillant en permanence les données transmises par les instruments. Pour alimenter tout cela, il faudra une quantité phénoménale d'énergie. Les panneaux solaires seront déployés sur les crêtes éternellement éclairées du pôle sud lunaire, là où le soleil ne se couche presque jamais. Ces immenses structures, grandes comme des terrains de football, capteront la lumière solaire et la convertiront en électricité qui sera ensuite acheminée vers les sites d'observation via des câbles enterrés sous le régolithe. Pendant les périodes d'ombre, des batteries thermiques prendront le relais, capables de stocker la chaleur accumulée pendant le jour lunaire et de la convertir en énergie pendant les longues nuits. Mais ce n'est pas tout. La NASA et plusieurs partenaires internationaux envisagent également l'installation de micro-réacteurs nucléaires, des générateurs compacts capables de produire de l'électricité en continu, indépendamment de la position du Soleil. Ces réacteurs, pas plus grands qu'un petit camion, utiliseront des technologies dérivées des sous-marins nucléaires et des centrales spatiales. Le prototype développé par la NASA, baptisé Kilopower, peut générer jusqu'à 10 kW en continu pendant au moins 10 ans sans maintenance, suffisant pour alimenter plusieurs habitats et laboratoires simultanément. Ils fourniront une source d'énergie stable et fiable, essentielle pour les instruments les plus sensibles qui ne peuvent tolérer aucune interruption d'alimentation. La communication sera également révolutionnée. Aujourd'hui, un seul satellite relais permet de transmettre des données depuis la face cachée. Demain, il y en aura plusieurs, positionnés au point de Lagrange et en orbite lunaire, formant un réseau de communication permanent. Ces satellites ne serviront pas seulement à envoyer des signaux vers la Terre, ils permettront aussi aux différents instruments de communiquer entre eux, de synchroniser leurs observations et de partager leurs découvertes en temps réel. Imagine un détecteur de particules qui repère une anomalie et alerte instantanément un télescope radio pour qu'il se tourne vers cette zone du ciel. C'est ce genre de coordination qui sera possible. Les laboratoires automatisés joueront un rôle crucial. Des modules robotisés équipés d'intelligence artificielle avancée effectueront des expériences sans intervention humaine. Ils pourront analyser des échantillons de régolithe, tester la résistance de nouveaux matériaux aux radiations, cultiver des organismes dans des conditions lunaires contrôlées et même fabriquer des pièces de rechange en utilisant des imprimantes 3 dimensions. Ces laboratoires seront les premiers exemples d'une industrie scientifique autonome fonctionnant hors de la Terre. L'impression 3 dimensions sur la Lune représente d'ailleurs une révolution en soi. Plutôt que de transporter tous les matériaux depuis la Terre, ce qui coûte une fortune en carburant et en logistique, les ingénieurs prévoient d'utiliser le régolithe local comme matière première. Ce sol lunaire, composé principalement de silicates et d'oxyde métallique, peut être fondu à très haute température, puis solidifié en briques, en panneaux ou en structures complexes. Des robots équipés de fours solaires ou de lasers haute puissance feront fondre le régolithe couche par couche, construisant des murs, des abris et même des pièces techniques directement sur place. Des tests ont déjà été effectués sur Terre avec du régolithe simulé. Les résultats sont spectaculaires. Les structures obtenues sont plus résistantes que du béton classique, parfaitement étanche et capable de protéger contre les radiations cosmiques. Certains prototypes incluent même des cavités intégrées pour faire passer des câbles électriques ou des conduites d'air. Imagine des bâtiments entiers imprimés en quelques semaines par des robots autonomes, sans avoir besoin de transporter un seul kilogramme de matériaux de construction depuis la Terre. Et puis,
Il y a la logistique, car pour construire tout cela, il faudra transporter des tonnes de matériel depuis notre planète. Une route logistique Terre-Lune est en train de se dessiner, utilisant les points de Lagrange comme zone de transit. Des cargos automatiques, lancés depuis la Terre, s'arrêteront à ces points d'équilibre gravitationnel où ils pourront être ravitaillés, réparés ou réorganisés avant de continuer leur voyage vers la surface lunaire. Certains de ces cargos ne reviendront jamais sur Terre. Ils resteront en orbite lunaire, servant de dépôt flottant où les missions pourront puiser des ressources au besoin. Cette logistique ouvrira également la porte à quelque chose de fascinant: l'exploitation de ressources lunaires. Pas dans un but commercial immédiat, mais pour soutenir les opérations scientifiques. Le régolithe, cette poussière grise qui recouvre toute la surface, contient de l'oxygène piégé dans les oxydes métalliques. En chauffant ce matériau à très haute température, on peut extraire cet oxygène et le transformer en air respirable ou en carburant pour les fusées. L'eau découverte sous forme de glace dans les cratères polaires pourra être fondue, purifiée et utilisée pour boire, irriguer des cultures expérimentales ou être décomposée en hydrogène et oxygène pour produire du carburant. L'hélium 3, un isotope rare sur Terre mais abondant dans le régolithe lunaire, attire aussi l'attention. Cet élément, bombardé sur la Lune par le vent solaire pendant des milliards d'années, s'est accumulé dans la poussière à des concentrations bien supérieures à celles trouvées sur notre planète. Bien que son exploitation à grande échelle reste un rêve lointain, les scientifiques étudient déjà comment le collecter et le ramener sur Terre pour alimenter de futures centrales à fusion nucléaire. On estime qu'une seule tonne d'hélium 3 pourrait produire autant d'énergie que 50 millions de tonnes de pétrole. La face cachée pourrait devenir la première mine extraterrestre de l'humanité, non pas pour s'enrichir, mais pour alimenter une nouvelle ère d'exploration spatiale durable. Mais tout cela soulève des questions vertigineuses. Qui possède la face cachée? Qui a le droit d'y installer des équipements? Qui décide de ce qu'on peut y faire ou non? Le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967 stipule que la Lune appartient à toute l'humanité et qu'aucune nation ne peut en revendiquer la propriété. Mais ce traité a été rédigé à une époque où personne n'imaginait qu'on pourrait un jour y construire des bases permanentes ou exploiter ses ressources. Aujourd'hui, il montre ses limites. Les Nations Unies tentent de moderniser ce cadre juridique en proposant des accords complémentaires qui définiraient les droits et devoirs des nations présentes sur la Lune. Certains parlent déjà d'une ONU du ciel, une organisation internationale dédiée à la gouvernance spatiale, capable de résoudre les conflits, de coordonner les activités et de garantir que l'exploration reste pacifique et bénéfique pour tous. Ce n'est plus de la science-fiction. Ce sont des discussions réelles menées par des diplomates et des juristes spécialisés dans le droit spatial. Les débats éthiques se multiplient également. Faut-il vraiment exploiter la Lune ou la préserver comme un sanctuaire scientifique intouchable? Certains chercheurs plaident pour que certaines zones, notamment celles ayant une valeur scientifique exceptionnelle, soient déclarées zones protégées, interdites à toute exploitation industrielle. D'autres estiment que l'humanité a le droit d'utiliser les ressources lunaires pour progresser, tant que cela se fait de manière responsable et durable. Ces questions n'ont pas encore de réponse claire, mais elles façonneront les décennies à venir. Et puis, il y a l'aspect symbolique. Pendant des siècles, l'humanité a regardé la Lune comme un symbole d'inaccessibilité, de mystère, de distance. Aujourd'hui, elle devient le symbole de notre capacité à transcender nos limites, à coopérer malgré nos différences et à construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La face cachée, ce lieu où aucun regard terrestre ne se pose jamais naturellement, devient le miroir de notre propre audace. Mais la transformation ne s'arrête pas aux robots et aux laboratoires automatisés. Car très bientôt, des humains vont réellement vivre et travailler sur la face cachée. Pas pour quelques heures, pas pour une brève mission symbolique, mais pour des séjours prolongés de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les programmes spatiaux du monde entier préparent déjà cette étape cruciale. Le programme Artemis de la NASA prévoit la construction d'Artemis Base Camp, une installation permanente située près du pôle sud lunaire. Bien que ce camp soit initialement prévu pour la face visible, les plans incluent des extensions vers la face cachée, notamment pour héberger les scientifiques travaillant sur les observatoires radio. Ces extensions comprendront des modules d'habitation pressurisés,
Des serres pour cultiver de la nourriture fraîche, des ateliers de réparation et des centres de contrôle pour superviser les opérations robotiques à distance. Les missions Artemis successives dessinent déjà ce futur. Artemis 3 ramènera des humains sur la Lune pour la première fois depuis Apollo 17, mais ce ne sera qu'un début. Artemis 4 installera le premier module d'habitation permanent. Artemis 5 apportera un laboratoire scientifique mobile, un rover pressurisé capable de parcourir des centaines de kilomètres tout en gardant les astronautes dans un environnement respirable. Artemis 6 commencera la construction d'infrastructures dédiées spécifiquement à la face cachée, avec des équipements de forage, des unités de traitement du régolithe et les premières fondations de ce qui deviendra une véritable base scientifique. La Chine, de son côté, développe l'International Lunar Research Station, ou ILRS, en collaboration avec la Russie et plusieurs autres nations. Ce projet ambitieux vise à créer une base lunaire scientifique internationale capable d'accueillir des équipes de chercheurs venus du monde entier. Contrairement à la Station spatiale internationale qui orbite au-dessus de nos têtes, cette base sera ancrée à la surface, offrant un environnement stable pour des expériences à long terme. Et bien qu'elle soit initialement prévue pour la face visible, les plans chinois mentionnent explicitement des extensions vers la face cachée dès le début des années 2030. Les entreprises privées jouent également un rôle majeur dans cette nouvelle ère. SpaceX, avec son vaisseau Starship, promet de réduire drastiquement le coût du transport spatial en créant un véhicule réutilisable capable de transporter jusqu'à 100 tonnes de matériel vers la Lune. Le Starship est conçu pour se poser directement sur la surface lunaire, décharger son fret, puis repartir vers la Terre où il sera ravitaillé et relancé. Cette capacité de réutilisation pourrait diviser le coût d'un lancement par 10, rendant les missions lunaires aussi routinières que les vols commerciaux. Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, développe son propre atterrisseur lunaire baptisé Blue Moon. Cet engin, capable de transporter plusieurs tonnes de charges utiles, est conçu pour déposer des équipements avec une précision de quelques mètres seulement. Il pourra également servir de plateforme de lancement pour des satellites lunaires ou des drones d'exploration. Blue Origin ne se contente pas de construire des fusées. L'entreprise développe aussi des habitats gonflables, des systèmes de recyclage de l'air et de l'eau et même des combinaisons spatiales nouvelle génération plus légères et plus confortables. Ces entreprises ne construiront pas les bases elles-mêmes, mais elles fourniront les moyens de transport indispensables pour acheminer tout le matériel nécessaire. Leur implication marque un tournant majeur. L'exploration spatiale n'est plus le domaine exclusif des gouvernements. Elle devient une aventure partagée entre secteurs publics et privés, chacun apportant ses compétences et ses ressources. Les premiers séjours humains prolongés sur la face cachée sont prévus pour la fin des années 2030. Ces missions ne seront pas de simples visites touristiques. Les astronautes seront des scientifiques hautement qualifiés, venus pour effectuer des expériences impossibles à réaliser depuis la Terre. Ils vivront dans des habitats pressurisés, équipés de systèmes de recyclage de l'air et de l'eau, capables de récupérer jusqu'à 95% des fluides corporels, cultivant une partie de leur nourriture dans des serres hydroponiques éclairées par des LED et communiquant avec la Terre via les satellites relais. Leur quotidien sera rythmé par les cycles lunaires extrêmes, 14 jours de lumière intense suivis de 14 jours d'obscurité totale. Pendant les périodes de jour, ils sortiront en combinaison spatiale pour installer de nouveaux équipements, collecter des échantillons et inspecter les structures existantes. Pendant les nuits lunaires, ils resteront à l'intérieur, analysant les données, effectuant des expériences en laboratoire et préparant les sorties suivantes. Ce sera une vie difficile, exigeante, mais aussi profondément gratifiante pour ceux qui auront la chance de la vivre. Certaines expériences scientifiques prévues sont absolument fascinantes. Des biologistes étudieront comment des organismes terrestres s'adaptent à la gravité lunaire réduite, cherchant à comprendre si la vie pourrait évoluer différemment dans ces conditions. Des géologues analyseront des échantillons prélevés en profondeur, cherchant des traces d'eau ancienne ou de matériaux organiques qui auraient pu arriver par des impacts de météorites. Des physiciens testeront des théories fondamentales sur la gravitation et le temps dans un environnement où les perturbations terrestres sont totalement absentes. Et ce n'est pas seulement une fin en soi. La Lune devient également une plateforme stratégique pour aller encore plus loin. Mars, ce rêve lointain qui fascine l'humanité depuis des générations, devient soudainement plus accessible. Pourquoi ?
Parce que lancer une mission vers Mars depuis la Lune demande beaucoup moins d'énergie que depuis la Terre. La gravité lunaire est 6 fois plus faible, ce qui signifie qu'une fusée peut décoller avec beaucoup moins de carburant. Mieux encore, ce carburant pourra être produit localement en utilisant l'eau et le régolithe lunaire, éliminant le besoin de tout transporter depuis la Terre. Des missions habitées vers Mars pourraient donc partir depuis la face cachée dans les années 2040. Les astronautes s'entraîneraient d'abord sur la Lune, s'habitueraient à vivre dans un environnement hostile, apprendraient à gérer les systèmes autonomes et testeraient les technologies qui seront ensuite utilisées sur Mars. La face cachée deviendrait ainsi le dernier arrêt avant le grand saut vers la planète rouge. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici. Quelque chose qui dépasse les questions techniques, politiques ou économiques. C'est l'idée qu'un lieu autrefois considéré comme le symbole ultime de l'isolement devient le point des rencontres de l'humanité entière. La face cachée, ce désert silencieux où aucune voix humaine n'a jamais résonné, pourrait bientôt accueillir des scientifiques de toutes nationalités, parlant toutes les langues, travaillant ensemble pour comprendre l'univers. Imagine un instant ce que cela signifie. Des chercheurs américains, chinois, européens, indiens, japonais, russes, vivant côte à côte dans des habitats pressurisés, partageant leurs repas, discutant de leurs découvertes, collaborant sur des expériences qui pourraient révolutionner notre compréhension du cosmos. Pas de frontières, pas de drapeaux rivaux, juste des êtres humains, unis par une même curiosité. C'est peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de tout ce projet, la preuve que l'humanité peut, quand elle le décide vraiment, dépasser ses divisions et construire ensemble. Et ce rêve d'un observatoire habité, où des scientifiques vivraient dans le silence cosmique pour étudier l'univers en direct, devient chaque jour un peu plus réel. Des architectes spatiaux dessinent déjà les plans de ces futurs habitats, pensés non pas comme des bunkers de survie, mais comme des lieux de vie agréables, équipés de grandes fenêtres donnant sur le paysage lunaire, de jardins intérieurs pour apporter un peu de verdure et d'espaces communs pour favoriser les échanges entre les résidents. Certains imaginent même des dômes transparents, construits avec des matériaux ultra résistants, capables de supporter les variations de pression et de température, permettant d'observer le ciel étoilé sans aucune pollution lumineuse ni atmosphérique. Des observatoires où les scientifiques pourraient littéralement vivre au milieu des étoiles, écoutant l'univers tout en marchant dans des jardins suspendus entre ciel et poussière lunaire. C'est de la science-fiction bien sûr, mais c'est une science-fiction qui commence à toucher du doigt la réalité. Les générations futures regarderont peut-être en arrière et se demanderont comment nous avons pu vivre sans cette présence permanente sur la Lune. Elles grandiront en sachant qu'il existe un endroit, à 400 000 km de chez elles, où des humains travaillent en permanence pour faire avancer la connaissance. La face cachée ne sera plus un mystère ni un fantasme. Elle sera simplement une partie de notre monde, une extension de notre civilisation, un lieu où l'humanité continue son voyage sans fin vers la compréhension. Et ce qui rend tout cela encore plus vertigineux, c'est la vitesse à laquelle cela se met en place. Il y a à peine 10 ans, l'idée d'une base permanente sur la Lune semblait appartenir à un futur lointain, presque utopique. Aujourd'hui, les premiers modules sont en cours de fabrication. Les fusées sont testées. Les robots sont programmés. Les traités sont négociés. Tout ce que nous pensions être du domaine du rêve est en train de devenir concret, tangible, réel. Dans les prochaines années, nous verrons les premières images en direct d'une base lunaire en construction. Nous suivrons les premières missions habitées vers la face cachée comme on a suivi les premiers pas sur la Lune en 1969. Nous entendrons les premières voix humaines résonner dans ce silence absolu. Et nous réaliserons alors que quelque chose d'irréversible vient de se produire. L'humanité n'est plus une espèce confinée à une seule planète. Elle devient une espèce capable de vivre et de prospérer ailleurs. La face cachée, jadis symbole de mystère et d'inaccessibilité, devient le refuge de la connaissance, le berceau d'une nouvelle ère. Le plus grand silence du système solaire ne sera bientôt plus silencieux. Il résonnera des voix de ceux qui auront choisi de s'y installer, des murmures des machines qui y travailleront et des échos de découvertes qui changeront à jamais notre compréhension de l'univers. Quand la face cachée parlera, ce ne sera plus un mystère. Ce sera notre propre voix, résonnant à travers l'infini, affirmant que nous sommes là, que nous sommes vivants et que nous continuerons à explorer jusqu'à ce que plus rien ne nous soit caché. Voilà, cette série sur la face cachée de la Lune se termine ici. On a parcouru ensemble les mystères de ce monde caché, écouté les projets qui veulent capter les premiers murmures de l'univers. Et maintenant,
On a découvert comment ce lieu va devenir le prochain grand chapitre